Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui en voiture pour parler business, pour parler immobilier. Comme d'habitude, vous mettre de la motivation et vous expliquer pas mal de choses, en tout cas mon expérience, mon vécu, tout ce que je vis actuellement dans l'immobilier. Alors vous le savez aujourd'hui, beaucoup d'actualités dans l'immobilier. On est en train de préparer le séminaire le 14 décembre à Paris. On va lancer les brunchs de l'immobilier où vous aurez la possibilité de pouvoir venir avec nous sur nos chantiers. Car si vous ne me connaissez pas aujourd'hui, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 37 ans. J'ai commencé à investir en 2001. Ça fait donc maintenant 18 ans que j'investis dans l'immobilier. Et j'ai commencé avec une simple résidence principale. Et puis j'ai continué en achetant des locaux commerciaux et des immeubles de rapport. Je me suis spécialisé aujourd'hui dans l'investissement en immeubles de rapport et ces derniers temps, j'ai même été un petit peu plus loin, c'est-à-dire que on a tenté le combo parfait, à savoir location courte durée dans les immeubles de rapport. Alors, on a toujours, je dis on, ma femme et moi, on a toujours pour habitude de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, toutes nos locations pérennes, c'est-à-dire que nos locations au mois, nos locations avec des loyers mensuels, on les a pas tous migrés en location courte durée. Par contre, l'idée, c'était de pouvoir avoir un mix, à savoir, puisque pour le moment ça marche très bien la location courte durée, faire un peu de location courte durée et garder d'autres appartements en location au mois. Alors l'avantage quand vous achetez un immeuble de rapport, au-delà du fait de diluer le risque parce que vous avez plusieurs rentrées locatives, c'est que vous êtes le seul maître à bord, vous êtes le seul juge. Si vous avez décidé de faire de la location courte durée, alors vous avez le droit. Si vous achetez demain un appartement diffus dans un immeuble de rapport, le problème, et il y en a plusieurs, c'est que vous allez faire partie d'un syndicat de copropriété, vous allez cotiser tous les mois, tous les trimestres, toutes les années. Et si vous avez envie de faire quelque chose, alors ce sera sous autorisation, sous demande. Il y a même des immeubles dans lesquels le syndicat de copropriété interdit la location courte durée. Auquel cas, vous n'avez pas le choix que de ne pas le faire ou de le vendre et d'en acheter un autre. Donc notre stratégie à nous, elle a été de dire j'achète des immeubles de rapport. Sur ces immeubles de rapport, comme la location courte durée, elle fonctionne très bien, et ben si j'ai un immeuble avec 3 logements, j'en passe un en location courte durée. Si ça marche très bien, et ben j'en passe un deuxième. Et s'il y a encore de la demande, et ben j'en passe un troisième. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas mettre les 3 d'un coup. On va tester, prendre la température et voir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. On a des F2 qui étaient loués 500 € plus 20 € pour la place de parking qui sont aujourd'hui loués en location courte durée sur une base de 60 € la nuit. Si vous prenez 20 nuits dans le mois, puisque c'est à peu près ce qu'on a si on lisse les dernières locations. Au moment où je vous fais cette vidéo, on est le 4 novembre 2019 et on a commencé la location courte durée dans les immeubles au mois de mai. Donc si on lisse mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, si on lisse ces mois-là, on est sur 20 nuits louées en moyenne par mois. Voilà. Soit parce qu'on n'a pas voulu ou pas pu louer les autres nuits, mais on aurait pu augmenter le chiffre d'affaires. Maintenant, le temps qu'on trouve la femme de ménage, le temps qu'on se rôde, etc., il a fallu qu'on ferme quelques nuits à la location de façon à pouvoir s'organiser. C'est-à-dire qu'on a vu une location du 1er au 5, comme on n'avait pas encore mis quelqu'un en place, le 6, le 7, quelquefois on fermait de façon à s'organiser et appeler une femme de ménage pour qu'elle puisse aller faire le ménage. Donc aujourd'hui on est passé de 500 plus 20 € pour la place de parking à environ 1200 € par logement. On en a mis 3 actuellement en location courte durée. On voit tout de suite, au bout de 2 mois sur le compte en banque, ça n'a plus rien à voir. Les logements ont été achetés dans le cadre d'une SCI à l'IS, une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Voilà, c'était un compte qui montait tous les mois de 500-600 €. Et là, par contre, pour le coup, ça monte de 2000-2500 € de cash par mois en plus. Donc ça va très très vite, car si on prend 2000-2005 en plus par mois, ça veut dire qu'on va augmenter notre cash d'environ 20-25 000 € à l'année. Voilà. Au moment où je vous parle, je viens de recevoir une notification de 939,47 €. Je viens de recevoir d'Airbnb 939,47 €. Donc vous voyez, ça continue à venir. On travaille beaucoup avec Airbnb, beaucoup avec Booking. Booking nous envoie des clients un peu plus premium, c'est-à-dire que la nuit sur Booking, on arrive à la vendre un petit peu plus cher.
la typologie de clientèle, c'est exactement la même, sauf qu'on a plus de Français sur Airbnb et plus d'étrangers sur Booking. On a beaucoup de Russes sur Booking, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Américains, alors que sur Airbnb, c'est beaucoup de Français. Donc, on a choisi d'avoir les deux plateformes parce qu'à certains moments, on a beaucoup de réservations de Booking. Et puis pendant une semaine, 15 jours, boum, plus rien. Il n'y a plus rien qui vient. Et cette fois-ci, c'est Airbnb qui prend le relais. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec pas mal de réservations de Airbnb. Donc on a décidé de laisser les deux. Et sachez que le fait d'avoir plusieurs plateformes, c'est pas compliqué à gérer. C'est-à-dire que nous, actuellement, on n'a que 3 logements en location courte durée. On va en passer 2 autres le mois prochain en location courte durée. On y va crescendo. Il ne s'agit pas d'en mettre 40 ou 50 tout de suite. On va en mettre 2 autres, ce qui va nous faire 5 locations courte durée le mois prochain. Et jusque 5, moi je conseille de continuer à utiliser le copier-coller des calendriers des différentes plateformes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, le copier-coller des différents calendriers? Et bien en fait, quand vous mettez une annonce sur Airbnb, à la fin, vous avez la possibilité de copier le calendrier d'Airbnb et de le mettre sur les autres plateformes. Si vous avez Booking, vous faites copier le calendrier, donc vous faites exporter et vous l'importez sur Booking. Ce qui fait que dès qu'une réservation va arriver sur Airbnb, le calendrier Booking va automatiquement se mettre à jour en disant le logement n'est plus disponible à la location puisqu'il a été loué par quelqu'un d'autre que notre plateforme. Idem de l'autre sens, vous allez importer le calendrier de Booking et l'exporter sur la plateforme d'Airbnb. Et quand une réservation aura lieu sur Booking, peut-être 20 minutes, une demi-heure après, le calendrier va se mettre à jour sur Airbnb. Alors vous allez me dire, ok, super, mais 20 minutes, une demi-heure, ça veut dire que on a le temps de prendre une réservation d'un autre partenaire et du coup d'avoir 2 réservations en même temps. Bah oui, je vous le dis parce que ça nous est arrivé. Quand on était parti en vacances, on s'est retrouvé avec une réservation. On s'est dit, chouette, une réservation. Et derrière, cling, une autre réservation. Bon, je dis ça doit être la même, mais ce qui était bizarre, c'est que j'avais reçu une réservation Booking et juste après une réservation Airbnb. Je dis, waouh, c'est quoi ce délire? Et il faut savoir que les conditions d'annulation, elles sont plus ou moins draconiennes suivant ce que vous choisissez. Et nous, sur Booking, la condition, elle est draconienne. C'est-à-dire que si vous voulez annuler une réservation sur Booking, c'est simple. Vous demandez l'annulation et une personne de chez Booking va se renseigner s'il existe un autre logement pour les clients. Si vous êtes à 60 € la nuit, comme c'était notre cas, et que les clients veulent toujours se faire loger par Booking et que Booking trouve un logement à 100 € la nuit, il faut savoir que les 40 € d'écart, c'est vous qui allez les mettre. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez être payé de 60 €, vous allez devoir donner 40 € de votre poche pour pouvoir loger les clients parce que vous aurez annulé volontairement la nuitée. Sur Airbnb, c'est un peu plus souple, vous pouvez annuler, mais si vous annulez délibérément, sachez qu'il vous faudra 1 an pour pouvoir postuler au statut de super host, qui est le statut qui vous permet de pouvoir être premier, puisque en gros, vous êtes un super hôtelier, vous êtes une personne qui recevait régulièrement du public et des hôtes, et Airbnb met ce genre de profil en avant. Donc clairement, faites attention avec les conditions d'annulation parce que ça peut aller très très vite. Par contre, dans l'autre sens, ça peut aussi très très bien marcher. J'ai reçu, c'est pour ça que je viens de recevoir actuellement un virement de 900 et quelques euros sur Airbnb, parce qu'il faut savoir qu'un client m'a réservé 178 nuits sur Airbnb. Il y en a eu pour 5330 et quelques euros. Quand j'ai reçu la réservation, j'ai dit waouh, mais c'est quoi ça, 5000 € de réservation pour 5 mois et quelques? C'est un truc de malade. D'habitude, il était loué 500 € par mois plus 20 € pour la place de parking. 5 mois, ça me fait à peine 2600 € par. Ça fait même 2600 € pour les 5 mois. Et là, je suis à 5003. J'ai fait un x2. C'est quoi ce délire, quoi? Donc, j'étais super content. Et il faut savoir que quand quelqu'un réserve avec Airbnb, vous touchez une partie de votre virement le lendemain. C'est-à-dire que les 30 jours qui suivent, il vous le donne le lendemain. Donc si un client a réservé pour 2 semaines, il arrive le 1er, le 2, vous allez toucher les 2 semaines de chiffre d'affaires. Par contre, s'il réserve 2 mois, il arrive le 1er, le 2, vous toucherez sur les 30 premiers jours. Et le 2 du mois d'après, vous toucherez le solde, les 30 jours restants. Donc hier, le client arrive et
donc aujourd'hui, j'ai reçu 939 et quelques euros. Il faut savoir que ce client, pour aller au bout des choses, m'a informé ce matin qu'il était muté par son travail dans le sud et qu'il devait du coup libérer les lieux. Il me dit ça ce matin, je dis quoi, qu'est-ce que c'est que vous avez réservé pour 5 mois et vous libérez les lieux au bout d'une nuit? C'est quoi ce délire? Il me dit bah ouais, je peux pas faire autrement. Et j'ai contacté Airbnb, les conditions d'annulation, c'est je ne payerai pas les nuits restantes, mais je dois payer pour ma nuit 939 euros. C'est complètement fou. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai vendu une nuit 939 euros et le logement a été remis à la location. Donc, ce qui veut dire que ce soir, un nouveau locataire peut arriver si je reçois une réservation de Airbnb ou de Booking. Donc, en gros, on est le 4 du mois. J'étais déjà à 120 euros pour avoir loué 2 nuits sur les 2 premiers jours du mois de novembre. J'ai reçu aujourd'hui 939 euros. 120 plus 939, je suis déjà à 1059 euros. Et il me reste 24 nuits à vendre. Donc 24 nuits vendues 60 euros la nuit. Allez, si on en vend même que 20, ça fait 1200 euros en plus des 1150. C'est-à-dire que c'est un appartement de 35 mètres carrés qui potentiellement peut nous rapporter plus de 2300 euros. Au lieu de 500 euros plus 20 euros pour la place de parking, 2300 euros. Donc vous voyez, c'est complètement fou. Et ça existe, ça marche, c'est possible. Et les plus gourmands pourront augmenter leur nombre de logements à souhait. C'est-à-dire que ça, on fait ça. Là, je vous parle de 2300 euros sur un appartement. On en a mis 3 actuellement sur le marché. Le mois prochain, il y en aura 5. Donc, imaginez même que l'on fasse j'ai envie de dire 1000 euros par mois x 5 appartements, 5000 euros par mois. Là, il faut savoir que ce sont des biens que j'ai fini de payer, j'ai plus de crédit en face. Mais si j'avais un crédit, un 35 mètres carrés, là où je me trouve, ça vaut à peu près 80 000 euros. Allez, je vais être méchant, hyper méchant. Je vais dire avec un peu de travaux, avec la taxe foncière, etc. 100 000. 100 000 euros les 35 mètres carrés. C'est cher payé là où je me trouve. 100 000 euros à 1,20% d'intérêt sur 20 ans, on est à 500 euros par mois. 500 euros par mois, 1000 euros de rentrée locative. Dans les 500, j'ai tout mis, la taxe foncière, etc. Donc ça veut dire qu'on fait 500 euros de bénéfice x 5, 2500 euros. Vous voyez, ça va très très vite. On a réussi à substituer un salaire, parce qu'en France, avec 2500 euros net d'impôts, vous vivez très bien tous les mois. On a réussi à substituer un salaire uniquement avec 5 logements qui sont placés en location courte durée. Elle est pas belle la vie. Donc clairement, nous on la trouve de plus en plus belle cette vie, parce qu'on a la possibilité comme ça de pouvoir continuer à investir et augmenter le patrimoine. Alors l'idée aujourd'hui, en tout cas la nôtre, c'est d'avoir le maximum de cash possible. Pourquoi? Parce qu'en France, ou même je dirais dans le business, pour moi il y a 2 facteurs qui vous permettent de pouvoir avancer très fort. 1, d'avoir du cash. 2, d'être propriétaire. Donc propriétaire, on l'est, ça tombe bien. 2, d'avoir du cash. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont pouvoir continuer à nous financer, c'est la banque. Et la banque aujourd'hui, quand vous travaillez plus à côté, que vous vivez de votre immobilier, la seule manière de les rassurer, c'est de leur présenter votre parc immobilier et de leur présenter votre épargne. C'est-à-dire les liquidités, l'argent que vous avez de côté. Parce que la banque, qui va vouloir se rassurer, aura besoin de dire ok, vous avez un patrimoine, mais si demain les locataires ne payent plus, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, moi j'arrive avec un compte en banque à 1000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000 euros d'épargne dessus, et du coup je vous garantis, c'est-à-dire je vous rassure dans la mesure de ce que je vous demande. Vous demandez 100 000 euros à la banque, vous arrivez avec 15 000 euros d'économie à côté, vous demandez un crédit, vous avez beaucoup plus de chances de l'avoir que si vous arrivez et que vous n'avez rien du tout. Vous voyez, aujourd'hui nous l'idée, comme il n'y a pas de salaire à côté, c'est la possibilité de pouvoir aller voir la banque et lui dire voilà, aujourd'hui on a une case épargne qui nous permet de pouvoir aller chercher un nouveau crédit et de rassurer le banquier, de rassurer la banque. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à se développer. Parce que j'ai souvent cette question
qui est Laurent, à quel moment on peut arrêter de travailler. C'est-à-dire que souvent, j'ai des personnes qui calculent leur objectif et qui disent voilà, moi, tous les mois, la mutuelle, plus le crédit de la voiture, plus l'essence, plus la bouffe, le budget fringues, le budget vacances, le budget des enfants, le budget ça, le sport, etc. Il me faut 2500 € pour vivre sans travailler à côté. Si j'ai 2500 € de cash, je peux arrêter de travailler. En fait, on ne peut pas arrêter de travailler si on a besoin de 2500 et qu'on touche 2500. Parce que si on a besoin de 2500 € par mois pour vivre et qu'on les a en cash grâce à notre immobilier, le problème c'est que on les aura, mais derrière, si vous voulez développer et avoir plus de cash, comment vous allez faire en arrivant à la banque pour dire bah voilà, je touche 2500 € par mois et je dépense 2500 € par mois et je voudrais que vous me prêtiez de l'argent. Ça sera vraiment compliqué. La méthodologie et le tempo où vous basculez dans le fait de pouvoir arrêter de travailler, c'est quand vous avez assez pour pouvoir vivre et que vous avez derrière l'effet de levier nécessaire, la possibilité pour pouvoir enchaîner une autre affaire. C'est-à-dire que si vous avez besoin de 2500 € par mois pour vivre, j'ai envie de vous dire, si vous voulez arrêter de travailler, que c'est votre priorité, il va falloir dans ces cas-là travailler un peu sur vos charges. Dépensez moins dans la voiture, dépensez moins dans l'essence, dépensez moins dans les vacances, dépensez moins dans l'habillement, dépensez moins dans les loisirs, de façon à peut-être avoir besoin que de 2000 € par mois, et ces 500 € supplémentaires, ils vous permettent de pouvoir continuer à épargner, de façon à ce qu'à un moment donné, vous ayez suffisamment d'épargne, assez pour pouvoir avoir vos 2000 € par mois pour arrêter de travailler, et que cette épargne soit un effet de levier supplémentaire qui vous permette de pouvoir aller chercher une nouvelle enveloppe à la banque. En fait, c'est de la vraie gestion financière. Au-delà de l'immobilier, c'est de la gestion d'argent. Et vous savez, moi je connais beaucoup de monde, beaucoup d'entrepreneurs. J'en connais qui gagnent 10 000 € par mois, qui sont tous les mois à zéro, si j'extrapole, hein, ils ne sont pas à zéro, mais ils dépensent pratiquement leurs 10 000 par mois. Et je connais des gens qui gagnent 1000, 1500, 2000 € par mois, et à la fin du mois, ils arrivent à mettre de côté. Et ben c'est un comportement qui est jugé par la banque, c'est-à-dire que vous marquerez plus de points si vous gagnez 1500 € par mois et que vous arrivez à mettre de côté. Vous aurez un comportement alors d'économe, quelqu'un qui est responsable, sérieux, qui sait gérer l'argent, plutôt que si vous gagnez 5000 € par mois et que tous les mois, vous piochez dans la facilité de caisse, vous avez des commissions sur compte. Votre profil sera géré alors comme quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent. Donc, clairement, la gestion de l'argent, c'est quelque chose qui s'apprend. Dans la formation IMOCash au module numéro 5, on en parle. Je vous mettrai un petit lien juste en dessous si vous voulez aller voir la formation. D'ailleurs, je vous mettrai un lien pour le séminaire si vous voulez nous rejoindre le 14 décembre à Paris. Et je vous mettrai un lien pour la formation. Comme ça, vous pourrez checker les deux. Et si vous avez des questions, vous me les posez en description. Mais clairement, il est vraiment important de ne pas arrêter de travailler simplement au moment où votre immobilier vous ramène ce dont vous avez besoin. Parce que le problème, c'est que votre immobilier vous ramène 1500 € par mois de cash flow, vous aviez besoin de 1500 € de cash flow, ok. Au bout d'un an, vous faites quoi? Votre immobilier, il est juste bon à vous servir pour arrêter de travailler. Mais derrière, il n'y a plus rien. Vous n'avez plus de CDI, c'est pas avec votre Pôle emploi que vous allez aller à la banque, vous avez plus de... Donc bref, c'est hyper compliqué. Donc il faut que vous ayez de quoi vivre, plus derrière la capacité de pouvoir avoir un effet de levier supplémentaire par l'épargne pour pouvoir continuer à investir. Et une fois que la machine elle est lancée, Le plus dur c'est de la mettre en route, c'est comme la locomotive, hein. Faut mettre beaucoup de charbon, c'est lourd, c'est long. Une fois que c'est lancé, vous allez mettre 2 pelles de charbon et vous allez faire 10 bornes avec. Et ben c'est exactement pareil dans l'immobilier, c'est-à-dire que dans l'immobilier, le plus dur c'est de mettre en route la machine pendant que vous bossez, parce que ça demande du temps et vous en avez pas. Ça demande de l'argent et vous en avez pas. Par contre, ça demande de la motivation et vous en avez. Donc là, vous pouvez vous en servir. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que la machine elle est lancée, le tout, c'est de faire en sorte qu'elle fonctionne, qu'elle ne dépérisse pas. C'est-à-dire que la machine elle est lancée, votre immobilier vous procure du cash. C'est pas vous avez de l'immobilier et j'ai de la vacance locative, des locataires qui ne payent pas. Donc je continue à engranger. Et à un moment donné, elle est tellement lancée, la machine, que toutes les banques vont vouloir vous financer. Vous savez, moi, j'ai compris, j'ai eu un déclic de savoir qu'on pouvait arrêter le jour où la banque, elle s'est dit, je peux venir à votre domicile. Quand la banque vient vous proposer un crédit à votre domicile et quand c'est elle qui vient à vous, alors vous vous dites ok. En fait là cette fois-ci j'ai inversé le rôle. La banque a besoin de mon profil et c'est plus moi qui a besoin d'elle. Alors je vais en jouer et cette fois-ci je vais lui demander une enveloppe de façon à pouvoir continuer. Et aujourd'hui j'ai pas envie de dire qu'on est nos limites, ça serait ridicule.
Déjà parce qu'on s'en fixe une. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, vous me présentez un projet à 1 million d'euros. Le projet à 1 million d'euros, je le fais pas. J'ai pas envie de mettre en péril une partie de notre patrimoine pour un seul et même projet. Donc on a une limite, c'est celle qu'on s'impose. Mais j'ai envie de dire que si on avait un beau projet et qu'on y croyait aujourd'hui, on irait voir 2 ou 3 banques qui nous suivent actuellement. Je pense qu'on aurait 1 voire 2 feux verts d'une des banques. J'en suis presque persuadé. Vous voyez, le dernier, c'était un ensemble de 3 appartements à 123 000 euros, avec 50 000 euros de travaux, plus les frais de notaire, on était à 180 000 euros. On a été signé les offres de prêt ce matin. Je les ai pas là, c'est Women Invest qui est parti avec. On a été signé ce matin les offres de prêt. On a été demandé donc à une banque qui nous connaît. Elle nous a dit oui. On a eu 1,10 en taux sur 20 ans avec 36 mois de différé partiel. C'est-à-dire que pendant 36 mois, on ne paiera que les intérêts et l'assurance, ce qui correspond à 238 euros par mois sur un crédit qui est à 896 euros par mois. Donc 238 euros par mois pendant 36 mois et on aura une rentrée locative à 3 fois 1000 euros. Donc 3000 euros, 3 appartements à 1000 euros par mois. Donc 3000 euros de rentrée locative pour 238 euros par mois. On devrait bien s'en sortir, ça devrait aller. Donc quand vous expliquez ça à une banque, la banque qui a l'habitude de vous suivre, qui vous connaît, qui sait que vous êtes bon, que vous êtes un bon gestionnaire, elle est presque obligée, elle vous remercie. Merci de continuer à nous faire confiance et travailler avec nous. Et là, vous inversez la tendance. Là, vous êtes dans une possibilité pour vous de pouvoir vous développer, voilà, dans la mesure de votre ambition. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Alors, je vous ai parlé de plusieurs banques. Pourquoi la multibancarisation ? Vous ne pouvez pas vous permettre de rester avec une seule et même banque. Une seule et même banque, c'est pieds et poings liés. Elle dit oui, vous avancez. Elle dit non, vous arrêtez. Même pire, elle vous dit oui. Elle vous accorde une autorisation de découvert à 1 500 euros, imaginez. Et demain, on ne sait pas de quoi la vie est faite, vous avez un problème. Une séparation, donc un divorce, un problème avec votre gamin, un problème avec votre papa, votre maman, etc. Vous avez besoin d'argent, plus que ce que vous avez besoin. Vous piochez dans le découvert. Et demain, elle vous dit on ne vous suit plus. On enlève le découvert autorisé. Mais là, vous n'avez plus de carte bleue, plus de chéquier, plus rien. Vous êtes à l'agonie. Donc l'idée, c'est déjà d'avoir plusieurs banques avant même d'investir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien ne vous empêche d'aller ouvrir un compte chez Boursorama, un compte au Crédit Agricole, un compte au CIC, un compte, et d'avoir 3 ou 4 banques sur lesquelles vous avez un compte en banque, un qui sera dédié à la domiciliation de votre salaire pour le moment, que vous choisissez, la banque par défaut. Ce sera d'ailleurs même un argument pour vous pour avoir un nouveau crédit dans une autre banque en disant que vous êtes prêt à domicilier votre salaire dans cette nouvelle banque. Parce que ça, les banques, elles aiment, ça prouve que vous allez utiliser leurs services. Mais l'idée, c'est déjà d'avoir 3 ou 4 comptes en banque. Dessus, vous mettez 2, 3, 400 euros avec un chéquier, pas forcément de carte bleue. Et puis, voilà, vous faites un petit virement permanent. De temps en temps, vous utilisez un peu, etc. pour que ça vivote. Et demain, vous avez besoin d'un crédit. Je peux vous dire que vous allez aller dans la banque dans lequel vous avez déjà un compte ouvert, le conseiller en banque va vous dire ok, on peut en discuter, vous êtes déjà client chez nous. Moi je connais beaucoup de conseillers immobiliers, j'étais d'ailleurs ce week-end à Lille avec un conseiller de banque qui est conseiller en patrimoine et qui me dit, nous aujourd'hui, le directeur d'agence qui a une délégation à 800 000 euros, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que le directeur d'agence, dans son agence, peut dire oui, on accepte le projet sans le faire remonter à 800 000. C'est complètement fou. Vous avez demain un projet à 500 000 euros, il croit en vous, vous êtes sérieux, il croit en votre projet, en votre profil, il peut vous dire oui. Et vous partez avec votre accord de principe, c'est complètement fou. Lui, il me dit, écoute Laurent, je vais te faire une confidence. Nous, aujourd'hui, mon directeur d'agence m'a dit que toutes les personnes qui venaient nous voir et qui n'étaient pas clients chez nous, on ne regardait pas le dossier. C'est pas possible. Ton boss, il veut pas développer sa banque. Si, il veut bien développer, mais pas avec des prêts immobiliers. C'est-à-dire pas avec des prêts où le taux est un point et il nous faut 4 semaines pour monter le dossier. Il n'y a pas assez de marge, on ne prend pas. Par contre, si un nouveau client vient nous voir en voulant une assurance vie, on va le prendre. Mais pour un prêt immobilier, on ne fera pas. Donc, vous voyez, ça c'est une petite info que je vous donne. Ouvrez 1, 2, 3, 4 comptes en banque. Faites-en une de votre banque où vous domiciliez votre salaire. Et vous vivotez comme ça pendant 3, 4 mois, 6 mois, 1 an. Dès que vous allez rechercher un bien, vous pourrez demander tout de suite à vos 4 banques s'ils vous suivent ou non.
vous êtes déjà client, vous avez une relation sympa avec votre conseiller bancaire, ça va tout de suite ouvrir les portes. Plutôt que allô bonjour, j'ai besoin d'argent, vous pouvez me prêter, venez lundi, ça sera monsieur Trucmuche. Ah ok d'accord, bonjour monsieur, je me présente, j'ai besoin d'argent. Oui asseyez-vous, on va déjà voir qui vous êtes, ce que vous faites, est-ce que vous avez des relevés de compte, est-ce que vous êtes en CDI, bref, je vous connais pas, je fais connaissance avec vous. Vous voyez, c'est plus compliqué. Imagine demain vous ayez besoin de demander un coup de main. Vous demandez un coup de main à un ami ou quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, et vous allez beaucoup plus vite convaincre l'ami que la personne que vous connaissez ni la vie là-dedans. Ça vous paraît normal, faites-le pour la banque. C'est exactement pareil. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo YouTube en voiture. Pour moi, c'était un réel kiff de vous retrouver. Mettez-moi un petit like si vous aimez ce genre d'échange. Voilà, dans la voiture, on se prend pas la tête et puis on discute entre nous, on avance. Mettez-moi un petit like, abonnez-vous, activez la cloche si vous voulez recevoir ces vidéos en live. J'en fais à peu près une par semaine. Donc si vous les voulez en live et le plus rapidement possible, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.